Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les romans d'Alexandre Dumas. Je les dévorais, c'était vraiment génial. En plus, il était tellement prolifique, c'était impressionnant, y a pas à dire. Ce talent unique, cette force de la nature. Et donc, chose que je ne fais jamais d'habitude, j'ai lu sa biographie. C'était Dumas et les Mousquetaires par Simone Berthière, si ça t'intéresse. Et là, j'ai été choquée d'apprendre l'existence de Maquet. Rapidement, parce que c'est pas le sujet de l'épisode, Auguste Maquet, c'était un romancier qui a beaucoup collaboré avec Dumas et écrit une partie de ses œuvres, exécutant souvent à partir du plan et des idées de Dumas. Sur le coup, je l'ai ressenti comme une trahison. Comment ? Dumas n'a pas tout fait tout seul. C'était comme si d'un coup les livres perdaient de la valeur à mes yeux. Alors que bon, factuellement, les bouquins n'avaient pas changé entre-temps. Juste ma perception des bouquins et surtout de leur auteur. J'étais passée d'un coup comme ça, du mythe de l'auteur génial à une création collective savamment planquée sous le tapis. J'avoue, j'en voulais presque un peu à Maquet, le pauvre. Ouais, j'avais un gros morceau à déconstruire et sans doute que toi aussi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et toi, t'en as du talent ? La question sous-jacente à ma crise existentielle face à Dumas et Maquet, c'est celle du talent. Un sujet que j'ai eu envie de creuser en tombant sur l'excellent livre de Sama Karaki, Le talent est une fiction. Une pépite que tout le monde devrait lire, à mon avis. L'autrice est docteure en neurosciences et elle a fait un tour d'horizon assez complet de la question. Et c'est totalement abordable même quand on n'y connaît pas grand-chose en neurosciences, comme moi, par exemple, au hasard. Impossible de faire justice à ce livre en 3 lignes tant il est riche, donc je vais juste essayer de te mettre l'eau à la bouche. Elle parle aussi bien du fameux débat inné versus acquis, de la génétique, de la façon dont les sciences sont souvent instrumentalisées pour justifier le racisme, le sexisme, mais aussi la méritocratie et le mythe de la réussite par le travail. Bref, un incontournable. Alors le talent, c'est quoi ? Difficile de répondre à cette question, il n'y a pas une définition bien claire et objective. En même temps, si on reprend la thèse de Sama Karaki, ça n'existe pas vraiment, donc c'est logique finalement. Mais bon, c'est sûr, le talent, on le voit quand on l'a en face de soi. Le talent, c'est ce petit truc en plus, une aptitude particulière innée qui te fait sortir du lot, te rend exceptionnel. Un don des dieux, pourrait-on dire. Mais le talent, dans la pratique, on le juge sur pièce, a posteriori. On le voit une fois qu'il a éclos, donc finalement ce qui compte, ce n'est pas le talent, c'est ce qu'on en fait. Imaginons. Ça veut pas dire grand-chose, je sais, mais justement, imaginons pour l'exemple. Que tu aies le talent de Victor Hugo, mais que tu ne touches jamais un stylo. Ou que tu ne saches même pas lire, après tout. Personne ne te dira talentueuse parce que personne ne pourra le savoir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est seulement possible ce que je suis en train de dire ? Logiquement oui, si le talent c'est inné. Mais instinctivement, finalement, on sent bien que ça cloche un peu, non ? On ne décide jamais pour soi-même. Le talent, on le voit chez les autres. Je sais pas toi, mais moi j'ai jamais rencontré quelqu'un que je trouvais vraiment intelligente, talentueuse ou que sais-je, se décrire elle-même comme talentueuse et géniale. Parce qu'on va le voir, une fois qu'on a la tête dans le guidon, on voit ce que ça implique de produire ce qu'on a produit. Du sang et des larmes, comme dirait l'autre, des heures de travail, des brouillons retravaillés, des formations suivies, des choix de vie aussi, des petits et des grands sacrifices, des personnes ressources, j'en passe et des meilleurs. Mais la notion de talent, c'est bien pratique. Parce qu'on peut le voir aussi autrement. Le talent, c'est un truc qu'on se raconte en fait. C'est ce truc qu'on a inventé pour ne pas avoir trop à chercher. Pourquoi lui, il y arrive et pas moi ? Le talent, bien sûr. Ou alors, moi tu sais, j'ai pas de talent comme toi. C'est-à-dire, je l'ai pas ce petit truc en plus, donc pas la peine de me fouler, j'y arriverai pas de toute façon. Ou pas aussi bien, donc c'est pas la peine. Là, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Ce raisonnement du talent,
Ça masque les ingrédients qui composent un succès, une création, etc. Le travail, même s'il ne faut pas tomber dans le mythe du travail acharné et du quand on veut, on peut, mais ça, on va y revenir. Les ressources à disposition, à commencer par celles des parents, le profil, le genre, l'origine ethnique, l'existence ou non d'un handicap, de troubles psy, là où on habite, la confiance en soi et l'estime de soi. Tu ne vas pas persévérer aussi facilement si on te rabâche que t'es une grosse merde qui n'arrivera jamais à rien. Et la chance, le fait d'avoir été au bon endroit au bon moment, d'avoir parlé à la bonne personne, d'avoir eu la bonne prof, et même parfois, nous apprend Sama Karaki, être né en janvier plutôt qu'en septembre. Eh ouais. Rien ne se limite jamais à une étincelle de génie ou une prédisposition naturelle. C'est trop facile. Bref, tout ça pour dire que quand on parle de talent, on ne parle jamais juste de talent. Ça cache plein d'autres trucs derrière, et ça a des conséquences politiques aussi, ce mythe du talent. Un exemple parmi tant d'autres, un argument que j'ai entendu contre le régime des intermittents du spectacle. Oh, si au bout de X temps t'as toujours pas réussi, c'est que t'as pas de talent, faut laisser tomber, c'est pas à la société de payer pour ton manque de talent. Sauf que le talent, ça se mérite. Transition bancale pour rappeler que ce que cache le mythe du talent, c'est notre culte de la méritocratie. Je crois que c'est ce qui m'éclate le plus dans l'histoire quand on y réfléchit bien. Le talent, c'est un truc censé être inné. T'as rien fait pour, du coup. Mais ça sert à entériner la méritocratie. C'est pas très logique, hein. Bon, en même temps, quand on gratte un peu, il n'y a rien qui tient la route avec la méritocratie. Tu mérites car tu es arrivé là grâce à ton talent, le tien, donc tu dois rien à personne. Et par exemple, tu veux pas payer d'impôts vu que tu y es arrivé sans aide et qu'en plus t'es meilleur que les autres, que dis-je, supérieur aux autres. Tu ne dois rien non plus aux personnes, statistiquement des femmes, qui ont pris soin de toi pendant que tu développais ton talent. L'idéologie de la méritocratie, c'est le fait de valoriser le talent et les efforts individuels, enfin sur le papier. Tout est supposé être le fruit de nos efforts, de notre responsabilité individuelle et de nos actions conscientes. Ce qui fait qu'on surestime les effets des facteurs individuels et on sous-estime les facteurs structurels, ou systémiques si tu préfères. Ça permet aux gens qui réussissent de se rassurer. J'ai mérité ma réussite, j'ai travaillé dur pour ça. Alors attention, personne ne le conteste. Le problème se pose quand on suppose aussi que la personne qui a échoué n'a rien glandé dans son canapé. Voire par exemple le cliché du chômeur assisté. Et à l'inverse, ça évite que les personnes qui ne réussissent pas aillent un peu trop gratter pour voir pourquoi. Si c'est de ta faute parce que tu n'as pas assez bien travaillé à l'école, ou parce que tu es moins intelligente, tu ne vas pas aller voir pourquoi l'autre en face n'avait pas les mêmes conditions que toi dès la petite enfance. Milieu socio-économique, genre, origine ethnique, handicap, etc. Pour faire court, c'est un mythe pour cacher les privilèges institutionnels d'hommes blancs. On va y revenir aussi, t'inquiète. D'ailleurs, c'est connu, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et tous les enfants veulent devenir milliardaires, et pour ça, il n'y a qu'à traverser la rue. Yes! J'ai un bingo. C'est insidieux, la méritocratie. On baigne dedans depuis l'enfance, du moins en Occident. Et donc même quand on sait que ça existe, on peut tomber dans le piège. Ça m'est encore arrivé récemment. Je me comparais à une autre sur un pied d'égalité, estimant que peut-être je n'en faisais pas assez, jusqu'à ce qu'une consoeur me rappelle que cette autre venait d'un milieu bourgeois, avait fait les grandes écoles, avait un réseau de ouf, et pas moi. On ne peut pas comparer juste une chose, un facteur, un instant T, sans regarder tout ce qui se joue autour. Et alors ce talent, il est inné ou il est acquis ? Le talent est une fiction nous montre bien en détail pourquoi ce débat n'a aucun sens. Parce que la réalité est toujours plus complexe qu'une histoire binaire et se situe toujours un peu entre les deux. On aime bien ça, l'idée de relier les talents à des facteurs génétiques. Comme ça, c'est joué d'avance. En plus, c'est bien pratique. Si les gens aisés réussissent mieux, on n'aura qu'à dire que c'est génétique, rien à voir avec la fortune, donc on peut continuer sans rien changer. Trop cool. En réalité, et là je vais citer Sama Karaki, on observe une interaction permanente, non linéaire et pluricausale entre différentes composantes, celles de nos gènes, de nos cellules, tissus, organes,
mais aussi environnementale, cognitive, émotionnelle, affective et sociale de la vie humaine. Opposer l'inné à l'acquis est graduellement devenu une fausse dichotomie, à la fois inutile et dépourvue de sens. Les gènes sont inutiles sans environnement, et de la même façon, aucun organisme ne pourrait faire un quelconque usage de l'environnement s'il n'y avait pas ces gènes. Fin de citation. Pour couronner le tout, pour pouvoir exprimer un éventuel potentiel génétique préalable, il faut un environnement stable et aisé. Sinon, d'autres facteurs viendront le court-circuiter. Il faut les deux. C'est pour ça que la justice sociale passe par une répartition plus juste des ressources, entre autres. Le talent ne s'acquiert pas en claquant des doigts. C'est là qu'il faut la jouer finement pour ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Et il n'y a pas de talent pur, un truc inné, génétique, que t'as ou que t'as pas, ça d'accord. Mais il y a quand même des prédispositions, des affinités, des aptitudes qu'on peut avoir ou pas. Un tel a une meilleure mémoire visuelle, une telle réfléchit plus vite, un troisième a les pieds pas foutus pareil et nage plus vite, etc., etc. Le problème du talent, c'est qu'il nie la notion d'effort. Mais pas d'effort débridé n'importe comment, le, entre guillemets, bon effort. Je vais m'expliquer. Et ça sort pas du chapeau. Par exemple, il n'y a pas de gène de l'oreille absolue. Et en fait, n'importe qui peut développer l'oreille absolue, même les adultes. Mais pas juste comme ça en chantant dans sa salle de bain. En suivant un entraînement bien précis. Samakaraki rappelle l'importance de distinguer pratique classique, pas vraiment consciente et réfléchie, et pratique délibérée, axée sur une volonté d'apprentissage. C'est là que la distinction est importante à faire. Talent ou pas, on peut en théorie accéder à la maîtrise, à l'excellence, dans n'importe quel domaine. Mais, car il y a un mais et un gros, à condition d'avoir les ressources nécessaires. Et par ressources, j'entends les informations, les moyens logistiques, le soutien des proches, la stabilité, et le temps aussi. Et c'est là que le bât blesse. Dans un système illégal, on n'a pas le même accès à toutes ces ressources, et le talent n'a rien à voir là-dedans. Tu vas me dire, oui, mais bon, on voit bien que Tartampion y arrive mieux que moi. Il y a bien un truc. Alors oui, mais ce truc, c'est peut-être aussi la plasticité de notre cerveau, qui existe à tout âge. Contrairement à une idée reçue, on n'arrête pas de développer notre cerveau à 21 ans 3/4. Plus on s'entraîne, plus notre cerveau développe des automatismes qui vont nous permettre, au choix, de nous reposer sur nos lauriers et d'aller plus vite, la pratique classique, ou d'aller plus loin, nous concentrer sur des difficultés plus grandes pour avancer, la pratique délibérée. Exemple. Je me souviens, quand j'ai commencé à écrire ma newsletter, c'était une galère. J'hésitais énormément, ça me prenait un temps fou et j'avais énormément de doutes et d'angoisse en plus. 2 ans après, ça me vient entre guillemets tout seul. Une fois que j'ai le sujet, en 1 heure, c'est plié. Et la qualité est au moins égale, sans doute supérieure. Et accessoirement, je n'ai plus cette angoisse qui me paralyse et me bouffe mon énergie. Mais je n'ai pas plus de talent qu'au début, ou je sais pas. Ça s'appelle l'expérience. Maintenant, mon cerveau est câblé pour ça. Il s'est modelé à force d'écrire pour me faciliter la vie. Merci cerveau. Le corollaire de tout ça, c'est que plus on maîtrise, plus on trouve ça facile, et on donne une impression de facilité aux autres. C'est en partie dû à une amnésie induite par l'expertise. Plus on est bon, moins on sait vraiment ce qu'on vient de faire, parce qu'on ne réfléchit plus vraiment consciemment. Ça demande moins d'attention et de mémoire de travail, ça va plus vite et ça fatigue moins. Et vu de l'extérieur, on va parler d'inspiration, de génie créatif, parce qu'on ne voit pas de sueur et d'effort et qu'il doit bien y avoir quelque chose. La comparaison ici est fatale. Si tu te compares toi, qui écris ta première newsletter et qui galère, à moi qui en ai écrit 50, ou à Machine qui en a écrit 500, évidemment que tu vas trouver que j'ai un truc en plus que tu n'as pas. C'est bien le cas. Mais c'est de l'expérience, pas du talent. Écris 50 newsletters et tu verras, ça te sera accessible aussi. S'il y a bien un lieu où on nous apprend qu'il faut bien travailler pour avoir un bon diplôme et un bon travail pour bien gagner sa vie, et qui décide de qui est bien à chaque fois là-dedans, toujours pareil, c'est l'école. L'école est présentée comme un ascenseur social alors qu'elle perpétue les inégalités.
Le thème de l'école méritera un épisode à part entière, mais c'est un des bastions de la méritocratie. On nous dit qu'il suffit de travailler pour avoir des bonnes notes et réussir, mais ça occulte plein de trucs. À commencer par la carte scolaire. Rien que ça, est-ce que tu vas avoir une entre guillemets vraie prof ? Ou alors personne, ou une étudiante qui bouche les trous dans l'emploi du temps ? Sans parler des moyens extrascolaires des parents. L'école entretient les inégalités. C'est notamment vrai pour ce qui concerne le genre. Dans Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi, Gloria Steinem aborde ce sujet parmi d'autres. Elle cite des études qui montrent que tous les élèves perdent en estime de soi au fil des années à l'école, mais les filles beaucoup plus que les garçons. Notamment parce que plus les filles vont loin dans les études, moins elles voient de femmes, que ce soit dans le corps enseignant ou dans les supports enseignés. Et donc, plus elles perdent confiance en elles et minimisent leur intelligence. Les stéréotypes intégrés par les profs vont aussi beaucoup jouer sur l'expérience vécue. Par exemple, les garçons parlent plus en classe, mais les profs trouvent que les filles parlent trop, à cause de ce cliché de la femme bavarde. Et pour revenir au talent, si on pense que les garçons sont plus intelligents, on va plus rechercher l'intelligence chez les garçons. Et plus on détecte une prédisposition tôt, plus on l'encourage, en fonction des moyens disponibles toujours, et plus il y a de chances que cette prédisposition s'épanouisse. Tous ces exemples nous montrent bien que tout n'est pas une question de génie ou d'aptitude. L'école, c'est aussi la peur de la mauvaise note, de l'erreur, de la bulle et du stylo rouge. Ce qui nous conditionne bien au-delà des murs de l'école. Ça nous marque souvent à vie. Mon syndrome de la bonne élève se porte comme un charme 12 ans après être sortie de l'éducation nationale. Et oui, cette notion d'échec, d'erreur, c'est aussi lié au talent. Et les gens intelligents et talentueux réussissent bien du premier coup, sans effort, n'est-ce pas ? Donc si t'as pas de talent, si tu dois travailler ou faire des erreurs pour apprendre, le bas de la pyramide sociale, c'est par là. Or, il faut pratiquer et se planter pour apprendre. Toujours cette histoire de plasticité du cerveau. Donc, dans ce contexte et sans aide extérieure, c'est compliqué de perfectionner une compétence. Pour plus d'égalité face à la maîtrise, je préfère ne pas parler de réussite, il faudrait remettre l'erreur au cœur de l'enseignement. L'erreur est fondamentale pour apprendre, mais notre système scolaire valorise le fait de tout bien faire du premier coup. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, ce qui pousse à jouer la sécurité plutôt que l'audace et la créativité. L'école nous prépare aussi au monde du travail et elle nous y prépare bien. On est conditionné à bien penser qu'il faut travailler dur pour réussir et que le mérite, c'est bien. Ça tombe bien, comme dit Bernard Friot, un salaire, ça se mérite. Et souffrir au travail nous rend méritants. On gagne notre vie, du pouvoir d'achat et on mérite nos temps de loisirs. Et comme t'as bien appris la valeur du mérite à l'école, tu ne la questionnes plus quand elle est retournée contre toi. Si malgré tout ce travail, on ne s'élève pas, c'est qu'on manque de talent. C'est pas le capitalisme le problème, c'est nous enfin. À l'inverse, si tu as du talent, il faut le monétiser quitte à t'en dégoûter. Et le plaisir dans tout ça. Perso, j'ai un énorme blocage en dessin. Non seulement je sais pas dessiner, et ça encore à la rigueur on s'en tape complètement, mais je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Mets-moi un crayon dans la main et t'auras l'impression que j'en ai jamais vu de ma vie et que je sais pas à quoi ça sert. Une poule qui a trouvé un couteau. Parce que quand j'étais gamine, je ne dessinais pas bien, ni bien du premier coup. Nous dirons donc que je n'avais aucun talent pour le dessin. Mes arbres ressemblaient à des pots à crayon. J'aimerais dire que c'est une exagération, mais pas tant. Baignée dans un monde qui croit au talent et pas du tout à la vertu de l'échec, je me suis fait proprement engueuler pour ma nullité, et du coup, autant lâcher l'affaire et faire autre chose. Alors que dans un autre état d'esprit, j'aurais pu continuer à dessiner mal et moche dans la mesure où ça m'amusait. Et peut-être un jour bien dessiner. Qui sait ? Encore aujourd'hui, je suis fascinée quand je regarde des enfants dessiner. Mal et moche, mais avec beaucoup de joie et d'application. Est-ce que c'est pas au moins aussi important que faire du beau ou de l'utile ? On devrait pouvoir s'éclater même si on n'a aucun talent. Et s'abstenir si on a une aptitude particulière qui ne nous intéresse pas plus que ça. On l'a évoqué déjà, le talent sert à justifier les inégalités sociales. Ok, mais plus concrètement. C'est là qu'il faut qu'on parle de capital social.
Le capital social, c'est l'ensemble des ressources que tu vas avoir à disposition. L'argent, les ressources matérielles, le réseau. Il ne faut pas non plus oublier le capital culturel, c'est-à-dire le milieu culturel dans lequel on a grandi. Est-ce que tu as grandi avec les codes et les références culturelles de la bourgeoisie ou pas ? Tout ça, ça va avoir beaucoup plus d'influence sur ta trajectoire de vie qu'un éventuel potentiel intellectuel, artistique ou sportif. Porter un gène favorisant un trait donné ne suffit pas. Pour que ce gène puisse s'exprimer, il faut des conditions environnementales favorables, l'inné et l'acquis ensemble. Parce que sans sécurité financière, stabilité émotionnelle, etc., d'autres circonstances peuvent prendre le dessus. A l'inverse, même sans être favorisé génétiquement, si on a les conditions matérielles et environnementales pour soi, on réussira quand même. C'est comme ça que les inégalités sociales se perpétuent. Même en passant les diplômes avec des notes équivalentes, sans ce capital social, culturel, on aura moins d'opportunités derrière. Quand je dis que la méritocratie sert à masquer les privilèges d'hommes blancs, ce n'est pas parce que je suis mal lunée ou que je m'amuse à mettre des petits coups de poignard dans le cœur des éventuels auditeurs qui passeraient par là, reproche qu'on m'a fait récemment. Il y a de bonnes raisons à ça, comme le racisme. Sama Karaki insiste beaucoup sur l'importance de mêler sciences dures et sciences humaines, parce que la biologie, la génétique ont souvent, peut-être même toujours, été utilisées pour justifier d'une part le sexisme, mais aussi, depuis le XVe siècle, le racisme. L'eugénisme, ça te parle ? Là encore, on va associer réussite et talent, toujours dans une optique de hiérarchie sociale, et si les personnes noires réussissent moins, il y a sans doute une bonne raison, non ? Alors oui, mais pas celle qu'ils pensent. Ça pose problème quand certains essayent, j'aimerais pouvoir écrire cette phrase au passé, mais non, d'expliquer ces différences de réussite par des causes biologiques, génétiques. Ça s'appelle le déterminisme biologique. On va alors parler d'essentialisation en généralisant une caractéristique à tout un groupe et en réduisant ce groupe à cette seule caractéristique sans regarder tout ce qui se passe autour. Si tu es naturellement moins intelligent et talentueux, tu mérites ta place en bas de la pyramide. À quoi bon lutter contre Mère Nature ? Je te conseille sur ce sujet le livre « Comment devenir antiraciste » d'Ibram Kendi, qui, pas trop de surprise vu le titre, décrit de nombreuses causes sociales et structurelles à ces inégalités, notamment pour ce qui concerne les tests standardisés d'admission à l'université, qui ont l'air objectifs, mais servent à renforcer les inégalités parce que le simple fait d'avoir les moyens de s'éduquer et de s'y préparer joue sur les résultats finaux. Mais ensuite, ces résultats biaisés sont instrumentalisés pour prouver, là je mets des massifs guillemets, que les personnes noires sont moins intelligentes. Intersectionnalité oblige, ici les dynamiques de tout ce qu'on a vu précédemment vont se renforcer, se cumuler. Déjà, et pour plein de raisons, que je ne vais pas toutes citer ici, je te renvoie au livre d'Ibram Kendi, si tu es noir, tu viens probablement d'un milieu social moins privilégié, parents moins riches, école moins dotée. En plus, à cause des stéréotypes racistes, on va te présumer moins intelligent et talentueux, sauf pour certains sports bien spécifiques. Donc on ne va pas t'encourager, et même si tu manifestes une prédisposition, elle peut très bien passer à l'as. Et alors, si t'es une femme, jackpot. Bah oui, tiens, les femmes dans tout ça. On a beaucoup parlé du milieu social, on vient de parler du racisme, et on l'a déjà vu dans le cas de l'école, le genre joue aussi contre nous dans la course au talent. Si t'es une femme, en plus, tu seras moins riche. Sur ce sujet, je te recommande Le couple et l'argent de Titiou Lecoq. Et on l'a vu, la fortune, ça joue beaucoup. En plus, on te présume aussi moins intelligente. Et en plus, tu devras gérer toute seule dans ton coin le tabou des règles et celui des violences sexuelles. Ce qui, tout cumulé, réduit la bande passante disponible pour se concentrer sur nos aptitudes et la confiance en soi qui est aussi importante dans la réussite et la persévérance. À ce sujet, je voulais finir en parlant un peu de la figure du génie. Parce que le talent, c'est la marque des génies, un peu comme l'inspiration d'ailleurs. Mais est-ce que n'importe qui peut être un génie ? Petit indice, une génie, ça n'existe pas en français. Est-ce que c'est un hasard si tous les grands génies sont des hommes blancs, occidentaux ? Non, bien sûr. Mais avec ce mythe du talent, on va affirmer que c'est parce qu'ils sont plus talentueux qu'ils ont reconnu.
Et si les autres étaient talentueuses aussi, elles aussi, ce seraient des génies. La preuve que le génie est masculin, c'est qu'on peut citer beaucoup moins de grandes autrices classiques. En même temps, c'est logique. Les femmes sont déjà bien occupées à tenir le rôle de muse et de domestique. Elles peuvent pas être partout non plus. Ça m'avait fait enrager, ça, quand je lisais le roman L'Orageuse de Jessica Nelson. Un super roman, soit dit en passant. C'est pas à cause de lui que je me suis énervée. Ce roman retrace la vie de Louise Collet, grande romancière du XIXe siècle. Elle était reconnue par ses pairs, elle a même remporté plein de prix littéraires, malgré un mari sacrément boulet et plusieurs grossesses. Et son surnom, c'était la Muse, parce qu'elle avait plein d'amants connus. Voilà. Pas l'autrice géniale, la talentueuse, le génie, la crème de la littérature ou que sais-je, non. La Muse. C'est-à-dire la source d'inspiration des écrivains avec qui elle couchait. Même si elle avait démontré par la force de sa plume qu'elle était au moins leur égale, et même si eux-mêmes le reconnaissaient. Le talent, c'était pour eux, les Musset, les Flaubert et autres Chateaubriand. Son œuvre à elle n'a pas suffi à la faire passer à la postérité parce qu'elle n'était pas un homme. Et à l'inverse, un homme peut se faire passer pour un génie alors qu'il n'a rien de spécial s'il est blanc et suffisamment riche pour ça. Oui, là, je suis en train de penser à quelqu'un en particulier. Pour en revenir à nos génies, c'est encore une fois le problème des mythes individualistes. Ça simplifie peut-être la narration, mais c'est oublier tous les gens qui ont gravité autour. Qui tenait la maison de ces génies ? On s'en tape. Pourtant, ça doit être plus facile de développer des prédispositions si tu n'as pas à faire les machines, les courses, la cuisine et s'occuper des gosses. L'épouse dévouée qui fait 75% des tâches ménagères au détriment de ses temps de loisirs et au profit des temps de loisirs de son mari, temps de loisirs pouvant être mis au profit de l'acquisition d'une compétence. Cette épouse, elle a pas de mérite, pas de talent, on ne saura jamais. Et puisqu'on parle de narration, le talent déborde aussi dans nos histoires. Combien de héros uniques en leur genre qui ont un don particulier, voire un gène, qui en font l'élu. C'était lui parce que ça ne pouvait pas être un autre. Et on fait mine de ne pas voir qu'ils s'appuient sans arrêt sur d'autres personnages, des ressources ou même des sacrés coups de bol pour arriver à leur fin. Leur don ne suffit pas, mais on fait comme si. Ce qui serait moitié moins grave si on ne faisait pas la même chose dans la vraie vie. Les événements historiques, les inventions, tout doit être ramené à un homme, un seul. Et j'ai bien dit homme, pas humain ou personne. On parle ainsi de théorie du grand homme, mais aussi d'effet Mathieu quand on attribue à un homme célèbre les actions d'autres hommes, ou d'effet Mathilda quand on attribue à un scientifique les travaux de femmes, ou carrément de leurs femmes. Et c'est là que c'est important d'enrichir nos imaginaires et de raconter d'autres histoires. Alors que conclure de toute cette réflexion ? Déconstruire le talent n'empêche pas d'admirer les prouesses. Pas du tout, c'est pas ça l'idée. Il s'agit juste de changer la chanson qu'on se chante. Raconter des récits collectifs plutôt qu'individualistes. Il ne s'agit pas de créer un vide comme celui que j'ai ressenti, entre guillemets, à cause de Mackay, ce pauvre Mackay, mais d'arrêter de croire que quelque chose a plus de valeur si elle est le fruit d'un seul homme. Parce que c'est jamais le cas, en fait. Une fois encore, le problème, c'est la hiérarchie. Qu'on te classe en fonction de ton genre, de ta couleur de peau, de la fortune de tes parents, de tes notes ou de tes diplômes, qu'on juge une activité à plus de valeur qu'une autre, au final, on te classe toujours. Et c'est ça le fond du problème. Le patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, pour reprendre l'expression de Bell Hooks. C'est ça qui t'empêche de vraiment suivre tes aspirations de vie, dessiner même si tes arbres ressemblent à des pots à crayon si ça te fait kiffer. Repenser le talent, c'est aussi un moyen de reprendre son pouvoir personnel. Ne plus se soumettre à la fatalité des talents, c'est pouvoir faire de nouveaux choix, persévérer dans un domaine qui nous plaît même sans talent, revaloriser la création collective. Dans Le talent est une fiction, l'autrice nous parle aussi beaucoup d'intelligence et de QI, parce que l'intelligence, c'est un peu comme le talent, c'est beaucoup moins objectif qu'il n'y paraît. Mais ça, on va se le garder pour une prochaine fois. Bref, toutes ces histoires de talent, moi, ça me fait doucement rigoler, parce qu'on sait bien que la consécration sociale ultime, c'est pas la thune, la gloire ou la beauté, non.
c'est quand un chat choisit de venir sur tes genoux à toi plutôt que d'autres. Allez, à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Le talent est une fiction de Sama Karaki, à lire absolument. Mais aussi Comment devenir antiraciste d'Ibram Kendi. Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi de Gloria Steinem. Le couple et l'argent de Titiou Lecoq. Différentes conférences de Bernard Friot, qu'on peut trouver sur YouTube. Et L'Orageuse, le roman sur Louise Collet de Jessica L. Nelson. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!